Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau collaborateur, je devrais dire, dans les En Toute Liberté, celui qui sera en rotation une semaine sur deux avec notre cher maître préféré, Jonathan Poulain, les mardis. Donc, c'est la demande de Jonathan, puis également aussi que j'étais content d'avoir davantage de gens dans l'équipe dans Toute Liberté. C'est toujours le fun de parler au plus de gens, le plus diversifié possible dans plein de sujets. Et quand Jonathan me dit, écoute, avec les enjeux que j'ai au niveau de, c'est ça, de terrain, avec mon travail et tout, ça se peut que je sois pas tout le temps là, puis je veux quand même que les auditeurs aient du contenu, puis je veux pas que c'est ça, être un genre de lot au feu une semaine sur deux. Fait que pourrais-tu trouver quelqu'un pour faire la rotation avec moi? Mais disons qu'il y a plusieurs noms qui m'ont trotté par la tête, mais il y en a un que j'ai retenu et que je vous présente aujourd'hui, quelqu'un de mon coin quand même, que je connais, que j'ai connu bien avant beaucoup de ceux que je parle dans Toute Liberté, du moins. Fait que je vous le présente ce matin, en ce beau mardi. Salut José. Salut, comment ça va? Yes, José Soucy, fier homme de région, originaire de du Loup, journaliste pour le Placoteux. Exact. Et également, je me trompe tout le temps des fois que je le dis, dans le temps du Huffington Post Québec, tu avais écrit pour eux, je pense aussi, dans l'époque. Ouais, j'étais blogueur pour l'Huffington Post. Huffington Post, puis longtemps, c'était un concours de circonstances. J'avais envoyé un texte que je voulais partager à ce moment-là. Je travaillais pas, puis j'ai toujours quand même aimé écrire, pas toujours, mais depuis un certain temps. Finalement, ils m'ont offert de bloquer, puis de bloguer pour eux autres, puis ça a été vraiment une belle expérience parce que ça m'a donné quand même une visibilité nationale, provinciale, bien entendu. Puis j'ai eu des textes qui ont quand même très, très bien fonctionné, qui ont même eu de l'impact, notamment un ou deux, un à la course à la chefferie du Parti québécois. Et j'en ai eu un autre que j'avais critiqué fortement, Québec solidaire, lorsqu'il y avait eu une tentative de collaboration entre le Parti québécois et Québec solidaire. On se rappellera de l'histoire. La fusion ratée, là. Ben, c'est pas tout à fait une fusion, mais on se souviendra du politburo qui était intervenu à l'époque selon les termes de Jean-François Lisée. Ouais, effectivement. C'est de valeur, d'ailleurs. J'adorais cette plateforme-là, sincèrement. Je trouve ça extrêmement dommage qu'elle ne fonctionne plus, mais quand même, qu'est-ce que je te dise de plus? Il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Oui, différemment, mais autrement, il y a Libre Média qui a poussé au travers de la pandémie et d'autres aussi. Fait que c'est ça, tel un renouveau. Tu fais le bon pont. En parlant d'articles qui ont pogné, la raison, premièrement, disons je vous fais en toute transparence, José et moi, on se connaît de très longue date. Tout a commencé un bon soir en 2015, alors que j'étais un petit clin qui travaillait dans le super de mon pays, qui existait encore. Puis tout d'un coup, je te voyais souvent, tu étais un habitué, tu venais de louer des films et tout ça. À un moment donné, tu t'es rendu compte que le petit clin à la caisse, c'est pas juste une plante verte. Non, il s'intéresse à la politique un petit peu. Je te raconte un peu l'histoire. Moi, c'est toi qui es venu me parler parce que possiblement tu m'avais vu passer à CMA TV, puis sûrement, tu savais que j'avais un intérêt pour la politique, si mon souvenir est bon. Là, tu as commencé à me parler au début. Moi, je parle à tout le monde. Là, on s'est devenus amis sur Facebook. Et ensuite de ça, il est arrivé bien des choses. Mais si tu veux raconter vraiment en détail ce qui a fait en sorte que tu es là aujourd'hui, j'ai quand même un lien. Là, je t'ai quand même à préciser que je t'ai ouvert la porte, mais le reste appartient. C'est ça, c'est ça que j'allais dire, justement, parce que pour ceux qui ne savent pas, avant d'être au Placoteux, José était au réseau local CMA TV, qui était vraiment le plus gros réseau communautaire de la Côte-du-Sud au grand complet, média local. Et pour ceux qui connaissent un peu mon histoire je vais pas dire de semi-célébrité, mais du moins de notoriété. De notoriété, merci. Ouais. Donc, ça a tout commencé avec un certain article de CMA TV qui a été écrit par notre cher José Soucy ici, à l'époque, c'est ça, je venais de quitter, c'était en mars 2021, je venais de quitter la CAQ pour diverses raisons, à la fois pour les mesures sanitaires, mais aussi parce que la bonne majorité de l'exécutif de la jeunesse m'avait bitché et m'avait beaucoup fait chier. Fait qu'à l'époque, disons que je retournais sur le banc des spectateurs, puis je compte ça à José, puis José me dit « Attends-tu que j'écrive un article là-dessus? » Moi, je suis comme « Écoute bien, c'est pas en faire rêver 2-3 dans le coin de Montmagny, que la CAQ, c'est pas des francs-francs, let's go. » Mais ce que je savais pas, puis José me l'a pas dit, c'est qu'il connaissait Éric Duhem, parce que CMA TV avait hosté un des débats de la course à chefferie du PCQ. Le débat. Ça. Ouais, je pense en fait, il n'y en a rien qu'un.
à l'époque, et c'est ça, fait l'article, envoie ça à Éric Duhem. Éric Duhem partage ça sur sa page super suivie. Même pas 2 heures, je passe de nobody à somebody, 2-3 demandes d'entrevue. Dominique Morel le lendemain, Éric Duhem appelle sur mon cellulaire personnel. C'est là que tout a commencé. Samuel Grenier ensuite aussi, hein? Hein? Parce que je l'avais envoyé à Samuel Grenier. Samuel Grenier ensuite par après, puis c'est ça, de fil en aiguille, tout a commencé par là. Fait que, d'une certaine façon, chers auditeurs, dans toute liberté, si je suis ici aujourd'hui, c'est un petit peu pas mal grâce aussi à José. Fait que, oui, mais je tiens quand même à réitérer, mon ami Joey, que j'aurais fait ça avec un autre, l'autre n'aurait peut-être pas aussi bien réagi. Je veux dire, toi, je t'ai ouvert la porte, mais le reste, je me répète, mais t'appartiens totalement. Oui, absolument. Puis José m'a toujours bien apprécié. On s'est toujours bien apprécié aussi. On se parle souvent de politique, m'a même conseillé à plusieurs reprises. Puis je pense que ça va continuer. C'est une bonne amitié que j'ai bien faite au fil des années. Fait que c'est un peu la raison pourquoi je l'ai choisi. C'est pas juste parce que ça, c'est un grand chumé, mais également, c'est un journaliste, c'est un gars qui s'intéresse énormément à la politique, en tout cas depuis plus longtemps que moi, bien évidemment. Donc, c'est ça. Lui aussi, là, c'est ça. Mon poil blanc témoigne ce matin. Et sans aucune peur, le côté unique que José va nous apporter, bien évidemment, c'est un gars qui est très enraciné dans sa région, autant au niveau de Côte-du-Sud qu'au niveau du Kamouraska, mais également, comme moi, vous en doutez un peu, c'est un fidèle indépendantiste comme moi, un caribou, comme diraient certains de l'auditoire, comme dirait Yann. Mais garde, c'est le fun, parce que je pense que c'est là, autant qu'on peut être d'accord ou pas d'accord, l'émission s'appelle En toute liberté, puis comme je disais à José avant de commencer l'enregistrement, le but, c'est de faire ça. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous vous rappelez tous de l'épisode avec Jacinthe, tu sais, qu'elle était tout en accord avec le financement des Kings de Los Angeles par Éric Girard. On se rappelle que c'était fait ramasser par les commentaires. Mais regarde, elle a le droit de... Je suis pas d'accord non plus avec sa position, mais on a un débat sain là-dessus. Ça a été le fun. Elle a tenu sa position. Je pense que je la respecte pour ça, puis les auditeurs la respectaient pour ça aussi. Fait que non, écoutez-vous pas. Aujourd'hui, on parle pas d'indépendance tout de suite comme premier sujet, bien évidemment. On parle de poilièvre et d'incompétence. Comme premier sujet. Le sujet de l'heure. Oui, mais ça se peut qu'on en parle dans les prochaines émissions. On ne sait jamais, comme on dit, c'est ça. Mais attendez-vous vraiment à des discussions vraiment intéressantes. Puis dites-vous que, aussi, peut-être en terminant, José a également passé à quelques reprises sur l'émission de Samuel Grenier durant la pandémie. Si jamais vous demandez, il me semble que j'ai déjà vu cette face-là. Ça se peut peut-être que ce soit là aussi. C'est fort possible. Sinon, je te laisse la place, mon cher José. Tu peux partir de balle. Ben écoute, on s'entend, mon cher Joey, que le sujet de l'heure, et en même temps, c'est pas surprenant parce qu'on sent que la population québécoise comme canadienne est en train de se polariser fortement. C'est la sortie de Pierre Poilievre. Je suis obligé de te dire que, sincèrement, que je suis d'accord avec Pierre Poilievre et c'est relativement simple. D'un côté, le gouvernement Trudeau, dans les 2 dernières années, a fait entrer au-dessus de 2 millions d'immigrants et de l'autre côté, au municipal, on ne construit pas. Et les statistiques sont sorties récemment, je pense que c'est 24 000 édifices à logement, si je ne me trompe pas, là, qui ont été bloqués. Alors que de l'autre côté, on ouvre les portes grandes ouvertes pour faire rentrer des immigrants, excuse-moi le terme, à côté. Là. Je veux dire, comment veux-tu décrire ça autrement que d'utiliser le terme incompétent? C'est réellement de l'incompétence. Regarde la situation économique présente. Regarde la situation, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais la paix à l'intérieur, je veux dire, les gens n'ont jamais été aussi divisés que ça au Canada. Et le problème de l'immigration, ce que j'ai apprécié de Pierre Poilievre, c'est qu'il l'a emmené d'une façon très logique, mathématique. Alors qu'avant, si tu me posais la question, peut-être que je te l'ai ramené d'une façon un peu plus émotive québécoise, parce que les Québécois, on est des Latins, on est beaucoup plus émotifs. Et je suis obligé de te dire qu'il y a réellement scoré. Pourquoi? Moi, je suis un gars de région, Joey, et je sais comment les gens en région pensent. Et le discours de Pierre Poilievre, actuellement, a énormément d'écho au sein de la population québécoise. Canadienne, bien entendu, mais si on parle d'ici, là, c'est clair qu'il est en train de monter. Et au même moment... La région, surtout, les villes, c'est pas dans le centre-ville de Montréal qui pogne plus, mettons. Là. C'est en plus au niveau rural que ça pogne. Là. De toute manière, il sait que dans le secteur de Montréal, il n'y aura possiblement pas d'élus, à moins qu'il y ait une vague incroyable, on ne sait jamais. On se rappelle à l'époque de Brian Mulroney, mais la situation était complètement différente. Mais pour les régions, je suis obligé de te dire une chose, c'est qu'il est vraiment dans la cible.
Et avec ça, son discours aussi qui combine les problèmes économiques, le fait que les gens ont de la misère à arriver. Moi, je donne toujours cet exemple-là que les gens sont tannés d'entendre, mais je la répète. Moi, j'ai 2 enfants et souvent, quand ma fille, je la garde une fin de semaine sur 2, lorsqu'elle arrive, je vais faire l'épicerie puis j'ajoute plus de cochonneries, des affaires sucrées. Puis, je t'achète des petites puddings à 1 pièce au maxi. Ils sont rendus à 1,60. Ça veut dire que c'est une augmentation de 60%. Et ça touche tout le monde. J'avais fait des calculs récemment avec la montée du gaz, un peu avant les fêtes. Et au total, c'était 2 à 3 000 de plus que ça coûtait par année juste en épicerie avec l'augmentation du gaz. Pour une famille moyenne. Là. C'est de l'argent. Je veux dire, lorsque tu prends cet argent-là pour la mettre dans l'épicerie, il faut que tu la coupes ailleurs parce que ton salaire ne monte pas. Et tu procèdes à des coupures. Tu fais des coupures où en réalité? Ben, tu vas faire tes coupures dans le luxe, dans le cinéma, dans les hockey, dans les restaurants, dans les loisirs en somme. Fait que je te dis une chose, je me répète, là, mais Pierre Poilievre est sur une très bonne lancée. Regarde les derniers sondages. Je veux dire, t'as comme une balance d'un côté, t'as l'économie qui va pas bien, et t'as l'autre côté, avec ceux qui sont beaucoup plus à gauche, ils nous parlent de réchauffement climatique. Mais c'est clair, de ce que j'entends sur le terrain, que les problèmes économiques pèsent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les gaz à effet de serre. Je veux dire, les gaz à effet de serre, on s'entend, là, au Forum économique de Davos, ils nous font la morale concernant les gaz à effet de serre, mais ils vont pas là à pied ou en pédalo, on s'entend. Ils sont quasiment 3/4 en jet. En jet privé. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Je pense que les gens se rendent compte. Il y a un réveil, du moins. Il y a un réveil de la population, ça, je le sens. Et pour l'année 2024, on vient de commencer. On est quoi? On est le 23. 22. J'ai jamais... Ben, le 22 là, mais même encore pas le 23. On enregistre une journée avant, il va être le 23, c'est ça. C'est ça. Mais ça va extrêmement vite. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. On a des échos ici, bien entendu. C'est pas la même chose. On cherche à comment on dit ça? À dire. Trumpétiser, je sais pas. En tout cas, tu comprends. Là, on cherche à faire de Pierre Poilievre un Donald Trump, alors que c'est pas tout à fait le cas. On sent que les gens à gauche sont complètement en panique. Ils voient le train arriver. Et c'est symptomatique de tout ce qui se passe en Occident. Ben c'est ça. C'est là aussi qu'on voit vraiment la déconnexion totale entre la classe médiatique de masse, je précise, parce que je ne veux pas t'inclure là-dedans, parce que t'en fais techniquement partie. Ouais. Mais justement, de masse face à la réalité de la population. Parce que justement, c'est ça. Le vrai. Ça aurait été un vrai Donald Trump, au moment de Donald Trump, si Poilievre aurait traité Valérie Plante d'incompétente et également de grosses vaches. Sans oui, je comprends. Ça aurait été du Donald Trump, oui, puis j'aurais été d'accord. OK, il a vraiment été trop salé. Mais juste traiter un élu d'incompétent, excusez-moi, mais vous êtes un élu. Allô? Vous faites critiquer, ça fait partie de la job. Deal with it. Surtout, en plus, la joke, c'est ça que Yann Frank en parlait hier dans le podcast, c'est qu'à quel point le municipal n'arrête pas de critiquer le fédéral parce qu'il manque de cash et de subventions, mais quand c'est au fédéral de critiquer le municipal, comment ose-t-il? C'est pas le même palier de gouvernement, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Parce que là, ils voient même plus la différence entre des propos abjects, inadmissibles dans l'espace public et simplement quelqu'un qui se tient debout, qui dit « Hey, ça va faire, là! » C'est pas être un extrême de dire ça, c'est juste qu'à un moment donné, à force de se faire taper dessus, à force de justement de se dire, OK, là, on devrait peut-être s'occuper du déneigement, on devrait peut-être s'occuper de la crise du logement. Non, là, on va faire un fonds climatique. Là, on va taxer vos litières. On va bannir les feux de convenance dans les restaurants. Non, ça, c'est ça, les vrais enjeux. Pourquoi comment ça vous plaignez que les prix seraient augmentent? Vous voyez pas qu'on a une planète à sauver, nous autres? Hey, la gentrification, il faut faire de la gentrification des grandes villes, sauf faut pas mettre les gratte-ciels trop haut parce que ça fait de la pollution visuelle, puis faut être contre l'étalement urbain, puis chaque fois qu'il y a un nouveau projet immobilier, faut voir s'il n'y a pas une nouvelle espèce de tortue qui est pas sur le terrain pour empêcher que ça se fasse. Fait qu'à un moment donné, ce que le monde ne comprenne pas, c'est ça que c'est un peu l'huberlu de tout ça, c'est que c'est comme un peu comme du sable que tu mets dans un verre, là, tu sais, ou mettons que tu as un contenant que tu remplis. Puis la pression augmente, puis la pression augmente, puis la pression augmente, à force de pas s'en occuper, de dire que c'est pas tant important. Puis après tout ce temps-là que tu as une classe politico-médiatique qui s'en contre-fout, vous êtes surpris de voir, parce que justement, on est loin dans le problème, à force d'étirer l'élastique, on est rendu loin. Ouais. Vous êtes surpris qu'il y ait un politicien complètement à l'opposé du spectre qui arrive avec un message un peu plus
hype, si je peux dire, un peu plus tough, parce que justement, il y a beaucoup de chemin à faire pour venir où ce qu'on était. C'est pas qu'une solution modérée à la Erin O'Toole qu'on va revenir où ce qu'on était. Ça prend un remède de cheval. Mais l'autre, il va essayer, il dit, voyez-vous, on vous l'avait dit que c'était un extrême, il veut faire ça. Non, c'est parce que pendant trop longtemps, vous n'avez pas écouté le monde. Fait qu'à ça prend un remède de cheval pour régler le problème. Parce que vous avez rien foutu, vous avez mis poussière en dessous du tapis tout le long. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais vois-tu, je vais dire comme Mario Dumont a déjà dit, je l'ai pris de Mario Dumont, il dit ça a 4 pattes, ça a du poil, ça miaule, ça a une queue, et c'est un chat. T'appelles ça un chat. Ben les autres, ils regardent aller, mais c'est plate à dire. Pierre Poilievre a totalement raison, on a affaire à des incompétents. Je veux dire, les gens ont faim, les gens ont de la misère à arriver solidement. Il y a des gens qui choisissent, là. Je paye-tu le loyer, on paye un peu moins d'épicerie, ils sont serrés. J'ai parlé récemment à Bernard Généreux, qui est le député conservateur de notre comté, puis ce qu'il affirmait, c'est que les gens là, sont à peu près à 200 pièces de ne pas arriver, là, ou d'arriver. Tu comprends? Ça commence à être assez dramatique. Il me racontait aussi que les appartements, un 1,5 à Toronto, c'est 2000 $, alors qu'un 1,5 à Vancouver, c'est rendu 2500. Je me souviens, recul de 15-16 ans, j'étais à Montréal, dans le quartier de Hochelaga, là, qui est pas le quartier huppé de Montréal, on s'entend là-dessus. J'avais un 1,5, je payais ça 400 $, puis je trouvais ça extrêmement dispendieux. Ça veut dire que le même aujourd'hui, possiblement, d'après moi, il aurait doublé facilement, alors que je vivais dans une... écoute, c'était pas une chiotte, mais pas loin. On commence ça de quelque part, hein? Non, oui, mais je suis pas surpris. C'est sincèrement, ce sont des incompétents. Ce que tu as affirmé, c'est excellent. C'est-à-dire que, je sais pas moi, de taxer les poêles à bois, je sais pas trop quoi, les minous, toutes des maudites niaiseries qui nous sortent. T'as le goût de leur dire, coudonc, on vous paye-tu pour nous sortir des niaiseries de même? Êtes-vous connectés sur le peuple? Mais c'est là que tu te rends compte, mon Joey, que l'élite, nos élites, nos pseudo-élites sont complètement déconnectés des besoins de la population. Ça, c'est clair. Puis ils sont militants. C'est ça qui est le plus. C'est qu'ils ont un Marchand, bébé. Alors, tu prends Marchand, tu prends Valérie Plante, tu prends même le maire de Laval ou Saint-Lin, même la mairesse de Sherbrooke. On le sait depuis un bon bout de temps que les maires QS se sont infiltrés dans le réseau municipal, majoritairement, il faut se le dire, la droite ou les gens plus conservateurs au niveau municipal ne sont pas impliqués. La gauche a eu le champ libre, fait qu'ils ont rentré. Regarde, c'est un peu de notre faute, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, en même temps, tu vois un Poilievre arriver. Moi, je trouve pas qu'il est si radical que ça dans les circonstances. Ça dépend des points de vue. Mais si vous voulez pas, dans la vie, des Donald Trump ou des Pierre Poilievre ou des gars un peu plus extrêmes ou des politiciens qui sont un peu plus extrêmes, il faut que les modérés prennent leur place. Et présentement au Québec, comme partout en Occident, parce que tu regardes la France, je regarde souvent ce qui se passe sur les plateaux français, ils ont grosso modo les mêmes problèmes qu'ici. C'est que tu as une élite qui est complètement déconnectée des besoins du peuple et les modérés n'ont plus leur place. Et en plus, ceux qui sont à gauche, qui se pensent avoir la vertu, sont tellement rendus à gauche que quelqu'un de centre, je pense que Mathieu Bock-Côté l'a très bien expliqué, je pense à maintes reprises dernièrement, notamment à Yann et Frank, que Jean-François Lisée s'est rendu, c'est un gars de droite pour ces gens-là. Okay. Hey. Localement, juste une 30 secondes, localement, Roméo Bouchard, ça dit quelque chose? Le militant là, le nationaliste de gauche qui est très connu dans le milieu. Lui, le fait qu'il soit nationaliste, qui n'est pas nationaliste, je te dirais, qui questionne un peu le wokisme, c'est rendu qu'il est trop à droite pour la Ligue des woke du Kamouraska. Ça te donne-tu? Roméo Bouchard, c'était pas un gars de l'agriculture, ça, me semble? Oui, exactement. Oui. Écoute, monsieur assez âgé, il est rendu dans... Oui. Totalement. Un monsieur très brillant, par ailleurs. Absolument. Mais il est rendu, il n'est pas assez à gauche pour ces gens-là. Il passe pour un extrémiste de droite, pratiquement. Mais êtes-vous malade? On est rendu où? Je veux dire, moi, je me retrouve plus, sincèrement. J'étais un peu plus vieux que toi. Je vais avoir 45 ans bientôt. J'en ai vu d'autres. Je peux te dire que depuis la crise covidienne, ça a énormément changé. Ce que je disais, ce que je répète aujourd'hui à tes téléspectateurs, auditeurs, je ne sais pas comment que tu nommes ça sur YouTube, mais les gens qui t'écoutent, c'est qu'il y avait de la politique pré-covidienne et il y a de la politique post-covidienne. Là, on est dans la politique post-covidienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus extrêmes et que des gens comme... on a vu Jean Charest qui a tenté sa chance à la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, a lamentablement échoué parce que les gens sont rendus ailleurs. C'est ça, la dichotomie gauche-droite est passée date, selon moi, sérieusement. Oui, c'est plus profond que ça. Sincèrement, je pense que tu as raison. C'est le mouvement
je te dirais, là, au plus simple, là, c'est ceux pro-liberté, anti-liberté. C'est ceux de la coercition, comme tu l'as dit, là, c'est soit la... Pro-establishment versus PUC, quelque chose de même. C'est ça, parce que tu parlais de centristes, parce que même les centristes qui restent, bien souvent, ils embarquent dans le bandwagon de l'État en place, puis ils sont pro le statu quo majoritairement. Ils n'ont pas le choix de se recentrer. Je veux dire, tu regardes le Parti québécois, là, je sais que c'est pas le sujet, mais le Parti québécois, ça va très bien dans les sondages, mais il n'aura pas le choix de recentrer son discours parce que le peuple va le commander à le faire. Sinon, ils ne seront pas capables d'avancer comme ils aimeraient avancer. Parce que, imagine-toi, moi, je suis un indépendantiste, je suis un nationaliste indépendantiste, je pense qu'on devrait se séparer ultérieurement. Là, n'est pas l'objet du débat, sauf que demain matin, il y a des élections provinciales, je vote pour qui? Je vais voter possiblement pour le Parti québécois s'ils me disent qu'ils vont faire un référendum. Je vais tout mettre mon énergie pour qu'on devienne un pays. Sinon, si on me dit qu'on va faire une bonne gouvernance, c'est pas certain que je vais voter pour ces gens-là. En tout respect. Ouais, c'est ça. Puis d'un autre côté, PQ, autant qu'il y a eu beaucoup de frivoles avec le serment au roi puis le budget de l'an 1. Puis oui, ils ont fait des bons coups, mais je vais vraiment fait des bons coups. Comment leur programme chiffré va sortir. Parce que présentement, on a beaucoup, je peux fermer la parenthèse par après, c'est que c'est beaucoup un vote de dôme de contestation. Là. Je pense qu'il n'y a pas... Aussi, oui, ben oui. Oui, autant qu'il y a eu un transfert de, je veux dire, les comme on dit dans Yann et Frank, les vieux caribous sont retournés à la Miata. Ils ont retourné faire un petit tour de piste. C'est un peu ça, pareil. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, autant il y a ça, mais il y a beaucoup de gens aussi qui donnent leur chance au PQ sans trop. C'est plus pour dire que c'est pas mal juste. D'un point de vue extérieur, ça a l'air plus lui qui a l'air être le premier challenger de Legault, pas nécessairement parce qu'il trippe PQ ou trippe sur le programme nécessairement indépendantiste. Mais ça reste à voir. Mais c'est plus la demandade de la Coalition Avenir Québec que la montée du PQ, à mon sens. Oh, absolument. Je pense que ce qui est arrivé là, pour la Coalition Avenir Québec, le mensonge du troisième lien, c'est pas juste pour ceux qui étaient pour le troisième lien, c'est que les gens se sont rendus compte qu'on se faisait mentir parce qu'on savait que ça faisait 2 ou 3 élections que la Coalition Avenir Québec faisait l'expression, je cherche l'expression, mais qui allait chercher des appuis, surtout dans la région de Québec, avec le projet de troisième lien. Mais là, tout le monde se rend compte, écoutez, là, c'est parce que vous nous mentez en pleine face, on s'en rend compte. Et depuis ce temps-là, c'est sûr qu'il y a eu l'histoire des Kings de Los Angeles, puis je ne réécrirai pas l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, mais je ne pense pas que la Coalition Avenir Québec va être en mesure de redresser la barre parce que ils ont... Tu sais, c'est comme je te fais un parallèle un peu boiteux, c'est comme la femme qui soupçonne son mari de la tromper, mais il y a toujours une histoire qui fait en sorte, ouais, ça se peut, peut-être. Mais là, à un moment donné, elle rentre dans la chambre, lui, il ne s'attendait pas qu'elle arrive parce que je ne sais pas oublier de quoi. Elle pogne les culottes à terre, puis elle pogne sincèrement, puis lui, il dit, c'est pas ce que tu penses. Ben là, c'est quoi d'abord? Je veux dire, je pense que c'est un peu ce qui est arrivé. Excuse-moi de la métaphore boiteuse, mais je pense que c'est pas mal ça. Ah non, absolument. Mais pour venir à Poilievre, c'est ça qui est plate, c'est que il y a eu une époque que un gars comme Poilievre aurait pu aller, peut-être pas autant. C'est sûr que là, il pousse un peu plus parce que c'est dans l'air du temps, mais il y a eu un moment, ça, je veux pas pointer je veux pas nommer de nom, bien évidemment, il y a même des députés conservateurs aujourd'hui, conservateurs fédérales, qui auraient pu être des libéraux de l'époque de Jean Chrétien, Paul Martin. Là. Ben oui, c'est des Red Tories. C'est ça, tu sais, on s'entend, puis le Parti libéral s'est foutrement radicalisé au niveau de la gauche, puis son militantisme à côté. Puis d'un autre côté, c'est ça l'affaire, c'est que là, on est rendu, on dirait qu'ils sont... Le monde médiatique, on dirait qu'il y a comme l'impression que là, on est comme dans un monde post-insulte, nous sommes dans un monde sanitarisé, si je peux dire, pour prendre un mot populaire. Tu sais, là, non, nous, le débat dans l'espace public, ça se passe dans le calme, ça se passe à maudit. Là, le seul commentaire négatif que tu peux faire, c'est des demi-mots. Là. Au lieu de dire, mettons, incompétent, tu aurais pu dire il manque de conviction. Manque de rigueur. Manque de rigueur. C'est rien que de ça. Du monde qui dit, hey, poliment, mais tu sais, hey, il y a de quoi qui marche pas, on peut-tu le régler? Ouais, mais... Lui, à tel poste, mais comment, il fait le jeu des États-Unis, lui, ça, c'est l'américanisation. C'est drôle, quand c'est des programmes de droite, on dit que c'est américain, mais quand c'est du wokisme de la gauche, on dit jamais que ça vient des États alors que ça vient de là. Tu sais, c'est surtout en plus que, on l'a prouvé dans le podcast d'hier avec Yann et Frank, que autant des journalistes que d'autres politiciens dans le passé
que même certains membres du PQ ont déjà dit des mots encore plus durs que ça envers certains politiciens municipaux, sans jamais faire de tollé à ce point-là. Mais vu que c'est le méchant conservateur, là, tous les cons sont permis. Hein? Donald Trump, le discours qui shake, les Québécois veulent pas ça, ils américanisent le débat, puis gna, 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 gna. C'est tellement rendu prévisible, ça en est en rire, personnellement. Mais qui ressentent leur discours, puis il n'y en aura pas de problème. Si le discours, les opinions se polarisent de la sorte, c'est que les gens ne sont pas satisfaits, tout simplement. Ils sont pas représentés. Je te fais un parallèle encore un peu boiteux parce que c'est pas les mêmes circonstances, mais avant que les nazis arrivent au pouvoir, en Allemagne, il y avait deux choix. C'était soit le communisme ou soit le nazisme. Bien entendu, tu comprends que les industriels ont choisi le nazisme pour les raisons qu'on connaît par la suite, parce que s'ils avaient choisi le communisme, ils auraient perdu leur entreprise. Aujourd'hui, on s'entend, c'est pas la même chose du tout. mais il y a des parallèles à faire quand même. Les gens se polarisent. Et pourquoi les gens se polarisent? Parce que les modérés ont échoué, tout simplement. Ils ont dormi au gaz, ou je ne sais pas ce qui est arrivé. Ce que Elon Musk appelle le clan des pro-human puis des anti-human. Moi, j'avais écouté, il y avait un genre de groupe chat à un moment donné. Il y avait Elon Musk, c'est quand Alex Jones avait été réinstitué sur X. Tu avais Elon Musk, Alex Jones, tu avais Patrick Bet-David. À un moment donné, je pense que tu avais aussi Andrew Tate qui avait embarqué. Il y avait plein de monde super connu, des podcasteurs peut-être. Puis il expliquait ça, que justement, là, on est vraiment rendu, c'est divisé, c'est plus gauche-droite. C'est vraiment ceux qui pensent que l'être humain est comme une peste sur cette planète, puis il faut tout faire pour le réglementer, le concentrer quelque part, partir en mode décroissance, puis en éternel dit victime à l'environnement. Puis le but, c'est pas de se foutre de l'environnement, à un moment donné, c'est rendu à quasi religieux. Et ceux qui sont vraiment pour la liberté des gens, pro-humanité, qui croient en l'avenir de l'être humain, qui croient que c'est via la technologie et l'ingéniosité de l'humain, peu importe sa couleur de peau, de son sexe, de son orientation sexuelle, est capable de réussir. Fait que on est vraiment dans une genre de nouvelle dichotomie que je suis pas assez brillant ni intellectuel pour nommer avec des termes ultra scientifiques. Je sais qu'il y en a qui vont le faire sûrement dans quelques années si c'est pas déjà fait. Mathieu Bocoté devrait être en mesure de détailler tout ça c'est clair. Si c'est pas une autre. Mais on est vraiment dans une nouvelle dichotomie. Comme tu as dit, on est dans un après-COVID parce que c'est vraiment entre les pro-sécurité et les pro-liberté. Tu sais, le pro-statu quo puis le retour. C'est ça beaucoup, sincèrement. Et c'est attribuable également au laxisme des médias, c'est-à-dire que les médias n'ont pas fait leur travail. Moi, je comprends que si je passe à ton émission, qu'il y ait un billet plus à droite, je peux vivre avec ça, que je passe à une autre émission, qu'il y ait un billet plus à gauche. Nous autres, au moins. C'est ça la différence. Et vous êtes quand même ouvert à avoir des discussions avec les gens qui ne pensent pas comme vous. Récemment, pour Yann et Frank, quand ils ont passé en entrevue Mathieu Bock-Côté, ils ne pensent pas toujours pareil, mais c'était intéressant. Écoute, j'ai savouré ce moment-là pour mon côté intellectuel, alors que pendant la crise covidienne, parce que moi, je n'aime pas appeler ça une pandémie, j'aime mieux appeler ça la crise covidienne, on n'était pas capable d'avoir de débat dans les médias nationaux. Et heureusement, ils ont commencé à se réveiller parce que si tu regardes la Joute ou les autres médias traditionnels, c'est quand même pas mal mieux qu'ils étaient parce qu'ils parlent à peu près de tout, malgré qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas encore, mais quand même. Même la COVID, on n'en parle plus. En termes d'amélioration, je peux te le donner, mais c'est comme dire on est passé du cancer du cerveau au VIH. C'est comme c'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de gagner. On a beaucoup de travail à faire. Oui, mais ils sont responsables de leur propre sort. Je veux dire, ils savent. Tu regardes Cube Radio, ils ont changé beaucoup leur format parce que je les suis. Et ils n'ont pas le choix parce que les gens ne suivent pas. Je veux dire, la crise covidienne a fait éclater le monopole des médias. Je veux dire, il y a une diarrhée de médias alternatifs actuellement sur les internets, comme on dit. Et il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais au moins, on choisit ce qu'on veut. Écoutez, on ne se fait plus imposer le regard d'autrui par des supposés élites qui sont complètement déconnectés de ce qui se passe sur le terrain des vaches. Non, absolument. Puis surtout, en plus, regarde, tu peux en parler un peu, peut-être. Je suis sûr que tu es plus journaliste au niveau des régions. On parle souvent, justement, que le financement des petits médias, des petits journaux. Puis c'est vrai, là-dessus, il faut le donner. Ils ont toujours été plus groundés, même plus que je trouve que beaucoup de médias traditionnels. Mais c'est ça, on n'est plus...
ça n'a jamais été la faute des GAFAM, surtout pas au Québec en plus. Est-ce que oui, il y a un débat réaliste à avoir sur les redevances de ci, de ça? Peut-être. Mais dire que, et c'est ça qui me frustre le plus, c'est vraiment l'incapacité à l'introspection du monde du monde des journalistes. C'est quasiment aussi pire pour le Parti québécois de comprendre, de faire un peu un vrai post-mortem de campagne, vrai, là. Pas comme Jean-François Lisée en 2018, qui a eu le pire score que le PQ a jamais eu, puis qui dit qu'on n'a pas gagné la campagne, mais on a gagné l'élection, là. Puis qui écrit un livre après pour dire que c'était la faute de tout le monde, sauf lui, là. Comment je te dirais, il a perdu la bataille du nationalisme. En 2018, c'est ce qui est arrivé à Jean-François Lisée. Ce que je disais à l'époque, c'est que l'indépendantisme et la souveraineté, c'était le fer de lance du parti, mais quand t'allais va le faire, ça lance, qu'est-ce qui te reste? Ben, le bâton. Fait que il est allé au combat avec le bâton. Oui, mais ça, je suis obligé de te dire qu'à ce moment-là, j'étais d'accord avec son approche. Parce que ce que j'avais compris quand Jean-François Lisée est arrivé, c'est que les gens, souvent au Québec, on vote contre, on ne vote pas pour. Et on voulait voter contre les libéraux. Ouais. Et c'est là que je te dis qu'ils ont perdu la bataille du nationalisme. La première jambette qu'il y a eu, c'est l'histoire du Politburo avec Québec solidaire. Et l'autre aspect, c'est une campagne, excuse-moi, merdique. La première affaire qui sort, c'est l'histoire de bois et talonne. Je dis, tu parlais de quoi avec ça, là? Pensez-vous aller chercher les gens de région avec ça? C'est évident que ça ne marchera pas. Il y a eu de mauvais choix stratégiques. Et je ne sais pas si tu vas être en mesure de le mettre, peut-être de le partager sur tes plateformes. J'ai écrit un texte récemment, j'en ai parlé tantôt, c'est que le Parti québécois ne fera jamais l'indépendance en étant à gauche. Ils ont besoin de tous les Québécois indépendantistes. Oh là là. Il y a qui enlignent leur flûte. Je ne suis pas certain qu'ils vont être en mesure de se rendre ce qu'ils veulent se rendre en excluant tous les gens qui sont à droite et qui sont indépendantistes. Je vais essayer de trouver ça. Chronique. Dernièrement, c'est quand est-ce que tu c'est avant les fêtes. C'est sur le site du Placoteux, c'est pas sur mon site personnel. Oui, c'est ça, je suis là-dessus. On va trouver ça. Deux merci d'amis. Je suis capable de le trouver à mon tour. Là, je le sais pas, je vais te laisser chercher. Là. C'est Placoton. T'as peu. Opinion, peut-être plus, ouais. Non, pas un peu. Je vais essayer de le trouver. Là. C'est. Je fais pas 3000 erreurs comme d'habitude. Qui est tellement bon. Le Placoteux. On va trouver ça. Mais en fait, la méthode que tu parles, c'est vraiment. OK, je l'ai ici. C'est l'indépendance du Québec ne pourra se faire exclusivement à gauche. C'est capable de trouver ça. Je l'ai trouvé assez facilement. Oui. C'est en octobre, fin octobre que tu l'as écrit. Je perds un peu la notion du temps. Il me semble que le temps passe tellement vite. Là. Ça passe vite, en effet. Je vais partager ça ici. Fait que c'est sur le site du Placoteux. Exactement ça. Fait que. Si ça intéresse les gens, écoutez, moi je m'en cache pas, là, je suis un indépendantiste. Je pense qu'on doit absolument faire l'indépendance pour assurer notre survie comme nation. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, mon cœur est français, il va le demeurer. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'appuie pas certaines politiques des gens comme Pierre Poilievre parce qu'ils sont beaucoup plus groundés sur les besoins de la population. Et au fédéral, des gens pourraient penser que d'emblée, je pourrais aller voter pour le Bloc québécois. Mais le Bloc québécois m'a énormément déçu dans les dernières années. Surtout que moi, je le dis, c'est un secret de polichinelle, je ne suis pas vacciné. Et le Parti québécois, le Bloc québécois ne m'ont pas défendu. Je dis souvent que le Parti québécois veut faire l'indépendance, il veut la liberté. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas assuré la liberté de ses citoyens lors de la crise covidienne, alors qu'il veut faire l'indépendance et assurer la liberté collectivement? Tu veux l'indépendance... Ce que tu parles, c'est l'analyse que Christian Dufour avait faite durant la pandémie. C'est fort possible. Ça se peut. Je ne l'ai pas lu son texte. J'aime bien Christian Dufour parce que je trouve que c'est un gars qui est centré, qui est nuancé. Voilà. C'est ça. Ben, il avait fait une chronique, je pense que c'était dans la presse ou dans le Devoir. Je pense que c'était en milieu de la pandémie, là, où c'était fin 2021 ou 2022. Ça a été un flash. Puis il y avait lui qui était indépendantiste lui-même, Christian Dufour, il avait dit justement que un peuple, en gros, je paraphrase ici, parce que bien sûr, il le dit de manière plus éloquente que moi, c'est que, un peu comme Jeff Lyon le disait, la crise de la COVID a été vraiment un test de QI pour beaucoup de civilisations à travers le monde. Absolument. Et pour un peuple comme le Québec, qui désire faire l'indépendance, qui est l'autodétermination d'un peuple qui est le symbole le plus
le plus extrême, ou du moins le plus puissant de la liberté, qui est l'autodétermination des peuples. Un peuple qui a autant naturellement et automatiquement davantage tourné vers la sécurité que la liberté. Le constat de Christian Dufault, c'était que le peuple québécois n'est pas encore assez mature démocratiquement ou en tant que peuple civilisationnellement pour devenir indépendant parce qu'ils ont eu trop le réflexe de se mettre dans les jupons de l'État que de penser à leurs droits fondamentaux. Donc, selon lui, même si c'est un indépendantiste puis il souhaite l'indépendance du Québec, lui, il se disait le Québec n'est pas prêt. Parce qu'on n'est pas assez mature pour gérer nous autres mêmes. Regarde, tout de suite, c'est ça. La manière comment on traite la liberté à la fois des gens et même le concept en lui-même, à la limite, il a quasiment dit à mon bas qu'on ne le méritait pas, là, mais tu sais... Ouais, mais il y a réellement pas tort. Je veux dire... c'est sûr. On s'entend que lorsqu'on a abandonné l'Église, aimer ou aimer pas l'Église a quand même amené beaucoup de choses positives pour les francophones du Canada. OK? On disait à l'époque la foi est gardienne de la langue est gardienne de la foi, mais lorsqu'on a balayé du revers de la main la religion, on a changé de clergé par quoi? Par les médias, notamment. Et c'est la même chose. Je veux dire, les Mario Dumont de ce monde et les autres commentateurs, je ne suis pas toujours en désaccord avec eux, mais c'est devenu des nouveaux curés. Et les gens les écoutent. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de se poser des questions lorsqu'ils entendent quelque chose. Les gens ont besoin d'un genre de package qui vont leur dire quoi penser parce qu'ils n'ont pas le temps de penser par eux-mêmes. Comme la chanteuse, c'était pas... Guylaine Tanguay, exactement. C'est ça. J'aime ça me faire dire qu'est-ce que je dois penser. Ah, ben oui. C'est encourageant, ça. Je veux dire, s'ils te disent, comme ma mère me disait, si on dit de te garrocher à l'eau, vas-tu te garrocher à l'eau? Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression canadienne-française. Si tu vas tomber, si on dit de te sauter en bas du pont, va-tu suivre? Ben oui, mais c'est un peu ça. Je pense que mais c'est pas donné à tout le monde cette volonté ou ce désir de liberté-là. Et souvent, les gens, ce que j'ai remarqué pendant la crise covidienne, ceux qui ont monté aux barricades, il y en a qui se sont fait vacciner quand même un peu, notamment Jeff Fillion, mais tous ceux qui ont résisté aux assauts des médias et, je te dirais, du mondialisme, parce que c'est vraiment ça en réalité, c'est des gens qui avaient du leadership. C'est des gens qui avaient l'entrepreneuriat dans l'âme. Et les autres, ben, ils ont décidé, c'est pas mal plus facile de dire comme tout le monde, hein. Ah ben non. C'est quoi tu dis, toi? Ah, tu dis ça? Ah ben oui, c'est correct. Je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec la gang. Oui, c'est ça. Parce que la gang, elle pense pas toujours dans le meilleur de tes intérêts, du moins. C'est ça. C'est du moins ma perception. Suivre la marée, suivre la foule, c'est facile, mais des fois, il faut penser, OK, on s'en va où? Je sais pas, on avance. Là, c'est comme... Hey, sincèrement, moi, comme journaliste non vacciné, là, j'étais à contre-courant et pas à peu près. Je veux dire, à l'époque, à CMA TV, je posais des questions, mais j'essayais, je marchais sur des œufs, j'essayais de faire réaliser aux gens que cette gestion-là allait nous emmener énormément de problèmes. Et là, on le voit aujourd'hui. C'est sûr que dans le temps, je passais pour un genre de complotiste. Même quelqu'un avait écrit à CMA TV, en me disant, je l'ai même vu, votre journaliste, il était en entretien avec Joey Aubé. Oh, c'est donc bien grave, Joey Aubé! Puis là, aujourd'hui, ben, il y en a qui ne veulent pas nous donner raison, mais ça commence à... Les gens commencent à se rendre compte que ça ne fonctionne pas et peut-être que José Soucy ou Joey Aubé, qui passaient pour des fous à l'époque, aujourd'hui ne sont pas si fous que ça. Non, c'est ça. La grosse critique de l'époque, c'était même pas une question de... Autant qu'il y a eu ça au début, vaccin, pas vaccin, mais à la fin, c'était vraiment juste, tu posais une opinion contraire ou tu posais simplement une question légitime, on te taguait de complotiste. Tu savais juste plus de bon sens. C'est la même chose avec le mouvement woke. Si tu critiques le mouvement LGBTQ, tu es nécessairement un transphobe ou un homophobe. Si tu poses des questions en lien avec l'environnement, tu tombes d'emblée un raciste. Tu es d'emblée un raciste. Tu es sceptique, mon cher Joël. Ben, aussi. Tu comprends? C'est une nouvelle religion. Tu sais, c'est comme lorsque tu sors d'une secte. Tu sais, au début, là, il te frappe dessus, ça arrête pas, mais à un moment donné, tu te rends compte, regarde, j'aime mieux être sorti de là, de toute manière, vous me frappez dessus. Ça vous donne-tu une idée à quel point, comment vous étiez? C'est ça. Comme dirait Tim Pool, it's a cult. C'est ça qui considère la gauche. La gauche est un culte. C'est ça. C'est rendu ça. Ça n'a pas toujours été ça, Joey, en passant. Tu sais, moi, ce que j'appelle la gauche classique, ce que j'appelle personnellement la gauche Marie-France Bazot, là, la vieille gauche, la gauche libérale. Ed Broadbent notamment. C'est ça, là, tu sais, puis des gars comme Jimmy Dore que je suis ou d'autres, même Bill Maher d'une certaine façon, même si j'aime pas trop son côté anti-Trump, mais ça c'est une autre histoire.
sais, ces gens-là qui existent encore, mais que justement, tu parlais tantôt qu'il y a des gens qui voient Jean-François Lisée comme quelqu'un de droite. Hey, je viens de faire le Parlement étudiant. Il y avait du péquiste au pied carré là, des jeunes péquistes, là. Puis il y en a quelques-uns qui pensent réellement que Jean-François Lisée est un gars de droite. Tu vas dire, non, Jean-François Lisée, c'est un gars de droite. C'est un social-démocrate, le gars. Il a écrit un livre, Comment mettre la droite KO, en je sais pas combien d'arguments. Oui, absolument, oui. Tu sais, tu te dis, C'était d'ailleurs astiné avec Éric Duhem, je pense, à tout le monde en parle, si mon souvenir est bon. C'est ça. Fait que, comme dirait notre cher Frank ici dans le podcast, le centre-gauche aujourd'hui est l'extrême droite de demain. Là. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça, écoute, moi, il fait un temps que je me considérais comme un social-démocrate, parce que le mouvement indépendantiste était un peu plus de ce côté-là. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, que je n'étais pas tant que ça un social-démocrate. C'est-à-dire, j'étais un social-démocrate dans la mesure où l'État fonctionnait bien, où ce qu'on avait des gens compétents à la tête de l'État. Mais là, actuellement, c'est pas ça. Tu peux pas te dire que tu es social-démocrate. Tu as besoin d'un coup à droite. On a tellement été à gauche qu'on est sur le bord du fossé. Et là, ça prend un coup plus à droite pour imaginer ce que je dis. Et comme j'ai dit tout à l'heure au début, pas de quoi te centrer sa demi-mot en demi-réforme. Ça prend un bon coup pour régaliser. Ça prend un remède de cheval. L'État québécois, je m'excuse, on est dans les derniers 1000 de l'État-providence. Ça ne peut plus fonctionner de la sorte. Les gens n'ont plus confiance au système et regarde la confiance que les gens ont envers nos politiciens. C'est en chute libre. On a besoin vraiment de donner un coup de barre parce que regarde ce qui se passe en Europe. En Europe, ils ont toujours un mois ou deux d'avance sur ce qui arrive au Québec depuis un certain temps ou en Amérique. Et là-bas, tu l'as vu avec les tracteurs, les cultivateurs d'Allemagne et de France maintenant, ils ne sont plus aucunement satisfaits de leurs élites. Et là, c'est le peuple. Et ce que je ressens, c'est que ça part de la base. C'est-à-dire que c'est le peuple qui se lève et les politiciens n'auront pas le choix de suivre. C'est pour ça que je te dis que je m'attends que le PQ va se recentrer. C'est la seule façon pour lui de penser à atteindre l'indépendance du Québec. Sinon, ils sont faits. Non, c'est ça, parce que pour ça que moi, le nouveau PQ, autant que limite, je suis content pour eux autres, là, ils sont pour la. Je sais pas combien ils ont fait des bons coups. C'est Lazare, quasiment 3 ou 4.0. C'est pour mourir, là. Ils sont chrétiens pas mal, ils ont fait la résurrection plus qu'une fois. Mais tout ça pour dire que c'est ça que la raison pourquoi je ne trippe pas, puis c'est pour ça qu'on l'a beaucoup critiqué aussi dans Yann Frank, même moi, mon opinion personnelle, c'est que PSPP, oui, est-ce que je l'aime plus que Legault en termes d'individu? Oui, c'est un gars plus calme, plus posé. Mais son côté, encore là, québécois, très nombriliste, très anti-américain, État-providence à côté, comme le PQ de l'époque. Le classique PQ. Et c'est de valeur. PQ. Et autant que oui, OK, fine, il a remis l'indépendance de l'avant, mais penses-tu que j'ai le goût? La seule raison pourquoi je voterais pour un référendum que PSPP amènerait, même je penserais profondément qu'on le gagnerait pas, c'est justement ce que Vincent Gelozo, l'économiste, parlait, c'est que le surpoids, déjà que l'État-providence est déjà super lourd pour l'État québécois, un État québécois indépendant qui aurait besoin davantage encore de structure au niveau des frontières, à la Société nationale, name it, n'aurait pas le choix, même pour un gouvernement le plus à gauche possible, n'aurait pas le choix de couper à des places parce que là, ça serait juste trop lourd. On serait pas capable de tout tenir ça, les programmes sociaux. Fait que dans ma tête, pour un conservateur, voter oui pour être forcerait le gouvernement du Québec via un gouvernement péquiste ou peu importe, dans un Québec nouvellement indépendant, à défaire l'État-providence parce qu'il y aurait justement, ça marcherait juste plus. Mais ils n'auront pas le choix. Ils n'auront réellement pas le choix parce que la pression s'en vient trop forte. On n'a pas idée à quelle vitesse ça va évoluer cette année. La politique en Occident, on le sait, là, on assiste à un moment historique. C'est la fin de la domination de l'Occident sur la planète et la fin de l'hégémonie américaine. C'est à ça qu'on assiste présentement. Si les gens ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe, c'est qu'ils sont complètement déconnectés. Et pour comprendre ça, il faut que vous alliez sur les plateaux français et les médias alternatifs. Parce que si vous n'écoutez exclusivement que Radio-Canada et TVA, vous ne comprendrez pas ce que j'avance ce matin. Je te confirme que la très, très, très forte grande majorité des auditeurs de Yann Frank qui n'écoutent pas juste Radcan. Même, je me demande s'ils n'écoutent pas juste rien que de l'alternatif aussi. Et je te dirais une chose aussi que j'apprécie énormément ces temps-ci, c'est qu'avec la France et les Québécois, on sait qu'il y a toujours eu quand même tu sais, il y a un océan, c'est le cas de le dire, mais on n'a jamais été proche. Mais avec l'arrivée des médias alternatifs, il y a un rapprochement qui se fait à grande vitesse entre les Français et les Québécois. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que le conflit qu'on vit présentement, ce n'est pas juste un conflit canadien ou américain, c'est un conflit qui touche l'entièreté de l'Occident.
Et on le sait, là, on a des influences de Davos, les gens ne veulent pas trop en parler, mais je veux dire, ils nous le disent en pleine face. Allez voir les extraits vidéo. Je veux dire, ces gens-là s'expriment concrètement sur une vision du monde qui est clairement pas la mienne. Moi, je suis un nationaliste, je ne suis pas un mondialiste. Et l'autre aspect aussi que je veux t'ajouter, c'est que l'aspect de l'immigration, le dossier de l'immigration, touche également les Canadiens anglais parce que les Canadiens anglais se rendent compte d'une chose, que si on continue à faire entrer de l'immigration comme on le fait présentement, que ces gens-là ne s'intègrent pas, c'est la culture canadienne-anglaise qui va disparaître aussi au profit d'une culture multiculturaliste. Bien entendu, c'est mon opinion ce matin. Absolument. Écoute, ça aussi, ça passait vite. J'ai rendu quasiment 1 heure, c'est un crème. Vous voyez qu'on est craqué. Vous voyez un peu que la dynamique est un peu différente. Bien souvent, avec d'autres gens dans toute liberté, souvent, je les laisse plus jaser. Puis c'est pas que j'aime pas que José jase, c'est que c'est ça, vu qu'on est plus chummé un peu plus. Des fois, on parle par-dessus un l'autre, mais c'est pas uniquement anti-respect. C'est qu'on s'est toujours parlé comme ça. Fait que dites-vous que c'est pas un manque de respect aucunement. Puis c'est ça. Le but, c'est de s'ajuster. On est deux émotifs. Oui, absolument. Fait qu'on s'en rejoint beaucoup là-dessus. Fait que, écoute, José, bienvenue dans l'équipe dans toute liberté. J'espère que tu mets ça une fois ou 2 semaines. J'espère que les auditeurs vont apprécier aussi. Fait que, écoute, je vais me réchauffer un peu. Là, je commence. Là, à un moment donné, ça va couler encore plus aisément. Moi, comme je le dis souvent, moi, c'était pas inné chez moi la communication. Il a fallu que je la travaille. Maintenant, merci de me donner l'occasion de parler à une autre clientèle, je vais le dire. Mais en même temps, je pense qu'on doit tout le monde se parler. J'avais bien apprécié quand Dominique Moret était passé à l'émission de Stéphane Bureau, malheureusement, là, qui a été annulée, et qui avait dit qu'on avait besoin de se parler. Et je réitère aujourd'hui les propos de M. Moret. On a réellement besoin de se parler parce qu'au bout de la ligne, on est tous dans le même bateau. Comme disait jadis Maurice Duplessis, on est une grande famille et j'y crois encore malgré qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis son époque. Mais je pense que les Québécois, on est une grande famille et qu'il faut se parler. Absolument. Ben, regarde, j'en suis la preuve. Au PEC, au Parlement étudiant, je me suis fait des chummés avec du monde qui sont à QS. Là, fait que ça vous dit que tout est possible à force de jaser. Absolument. Sans le savoir. Autant que si on parlerait plus dans le profond, peut-être que justement, on aurait des dissidences ici et là, mais on s'est pas pogné à la gorge. Puis je vous dirais que c'est sûr que il venait pas du genre de caucus la frange antiraciste extrême, là, au contraire, mais quand même, c'était du monde jasable pareil. Fait que, écoutez, comme on dit, on est tous dans le même bateau. Tu as tout à fait raison. Écoute, merci José. On se revoit dans 2 semaines. Sinon, au plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce dévoilement et cette première de José avec nous dans toute liberté. Fait que sinon, passez une bonne journée tout le monde et on se revoit dans un autre épisode. À la prochaine.